Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier atelier démo du Salon de la Data. Je suis Serge Blanc et je suis heureux de vous présenter ce soir euh, Paul Peton et Jean-Pierre Georgin d'Azeo qui vont nous expliquer comment concilier data gouvernance et self-service BI. Voilà, l'atelier est prévu pour durer 45 minutes. On va se garder 5 ou 10 minutes pour vos questions à la fin. Mais vous pouvez déjà tout de suite commencer à poser ces questions dans l'application Imagina. Donc là, vous êtes en train de suivre le live stream. En dessous de votre écran, vous avez un petit bouton, enfin un bandeau votes et questions sur lequel vous pouvez cliquer. Et si vous avez des questions, cliquez sur participer. Vous verrez s'afficher vos questions et celles des autres participants. Donc, posez-les au fil de l'eau et Jean-Pierre et Paul nous répondront à la fin de la séance. Donc, Jean-Pierre, Paul, je vous laisse la parole. Merci Serge et merci à tous de venir à cette session concernant la self-service BI et la gouvernance des données. Merci au Salon de la Data aussi et aux organisateurs d'avoir pu maintenir cet événement 100% digital. Évidemment, on aurait préféré vous voir tous en présentiel, ça aurait facilité les échanges, mais à défaut, merci encore pour l'organisation. Donc le sujet abordé aujourd'hui, effectivement, c'est comment concilier data governance et self-service BI. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Jean-Pierre Georgin, je suis le practice manager de l'équipe data et AI chez Azeo. J'ai 20 ans d'expérience en ESN, un peu plus de 10 ans sur les sujets data. Je suis notamment certifié sur Power BI, pas mal de compétences sur les technos Microsoft d'une manière générale. Et je suis sur Nantes depuis 2013 et chez Azeo depuis presque 3 ans. Et j'ai la chance de compter dans mes équipes Paul, que je vais laisser également se présenter. Paul Péton, consultant dans l'équipe de Jean-Pierre, en effet, sur les parties data et intelligence artificielle, donc de manière assez large, data scientist enfin non, statisticien de formation, data scientist selon les nouvelles étiquettes. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on va quand même rapidement présenter Azeo. Donc on est une ESN pure player Microsoft, donc, spécialisée dans les technologies cloud et Microsoft, donc notamment tout ce qui va tourner autour d'Azure. Azeo a fêté ses 10 ans l'année dernière. On est à peu près 300 collaborateurs sur l'ensemble de la France avec 5 implantations, dont l'agence de Nantes. Et donc notre positionnement pure player Microsoft nous permet de disposer de 13 certifications Gold et Silver sur les différentes technologies de l'éditeur. On n'intervient pas que sur des sujets data, juste pour votre information. On couvre l'intégralité du spectre technologique de Microsoft. Donc, en dehors de la practice data AI à laquelle Paul et moi appartenons, Azeo intervient sur des sujets plutôt orientés sur le dev and DevOps, avec la practice moderne application, avec des sujets notamment de modernisation, cloudification d'applications. Business solutions, avec des sujets un peu plus orientés métiers, avec le CRM, la Power Platform, etc. Digital Workplace avec le poste de travail, Microsoft 365, Windows 10. La practice moderne infrastructure avec tous les sujets Azure, notamment IaaS et PaaS. Et enfin, une practice IT Advisory avec des sujets orientés chefferie de projet et stratégie IT. Et concernant la practice data à laquelle nous appartenons, on intervient sur 3 grands sujets, on va dire. La mise en valeur du patrimoine de données avec tout ce qui va tourner autour de la BI, du big data et de tout ce qui concerne ce qu'on appelle aussi le moderne data warehouse avec la plateforme data d'Azure notamment. Le deuxième pan plutôt qui concerne le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec la partie data vise et self-service BI. Et puis le troisième pan auquel Paul est très attaché, qui concerne la data science, l'IA et le machine learning.
Et l'actualité du moment, c'est le rachat d'Azeo par Avanade, qui est en cours et qui va nous permettre d'atteindre une équipe sur l'ensemble de la France d'à peu près 1000 collaborateurs, ce qui fait d'Avanade le pure player Microsoft le plus présent en France. Et en tout cas, Avanade est à ce jour le premier intégrateur mondial autour des technologies Microsoft. Voilà pour la rapide présentation. Avant de détailler un peu plus l'agenda, et ça aurait été sympa de pouvoir vous poser directement la question et que vous répondiez de vive voix, mais on va parler aujourd'hui de Self-Service BI et Data Governance. Donc la première question qu'on souhaitait se poser est de savoir la manière dont vous qualifieriez la Self-Service BI. Donc généralement, on a plusieurs réponses qui s'offrent à nous quand on parle de Self-Service BI avec nos clients. La première chose, c'est une petite image de John Lennon, là, de Power to the People, c'est de rendre un peu la main aux métiers, qui sont les personnes qui connaissent le mieux leur patrimoine le patrimoine de leurs données. Le deuxième point, c'est le do it yourself. C'est un peu la contrepartie de la première. On donne la main un peu plus au métier, mais il va falloir qu'ils mettent un petit peu la main dans le cambouis et faire les choses un petit peu plus par eux-mêmes, alors que dans un mode de BI classique, c'est plutôt l'IT qui a la main sur ce genre de choses. Et puis le troisième point, la Shadow BI, c'est un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est là où chacun dispose de son petit rapport Power BI ou de son fichier Excel pour faire son reporting dans son coin. Et on tombe dans les travers qu'on a pu connaître par le passé, que chacun dispose de son jeu de données qui n'est pas forcément le même que le voisin et où on ne sait pas où est la vérité au final. Et de la même manière, comment on pourrait définir la data gouvernance ? Donc on a pris 3 petites illustrations avec Paul pour essayer d'en donner une définition, en tout cas de réponses qu'on aurait pu nous donner sur cette question-là. La première, c'est le long chemin sans fin. Bon, oui, la data gouvernance, c'est un sujet assez vaste, assez complexe, et c'est surtout un sujet qui s'inscrit dans le temps, avec des processus qu'il va falloir mettre en place. Et là, je fais le lien sur la deuxième image. Avec pas mal de processus, et le risque, c'est parfois que ces processus soient mal compris, en tout cas qu'on ait la sensation d'une certaine complexité, et tout l'enjeu va être effectivement de bien expliquer tous les tenants et aboutissants. Et à la fin avec la troisième image, la data gouvernance, ça devrait nous permettre de disposer d'un entrepôt de données bien organisé, où les choses sont accessibles, sécurisées, où la donnée est juste, certifiée. Et c'est là sur quoi on veut tendre en mettant en place ce type de gouvernance. Et donc tout l'enjeu finalement pour mettre en place la data gouvernance, ça va être d'en définir le périmètre. Et là, vous avez un exemple non exhaustif de points qu'on peut aborder dans le cadre d'une gouvernance data, avec des sujets divers et variés comme la gestion des licences, puisqu'effectivement, quelle que soit la techno qu'on va implémenter dans le cadre d'une self-service BI, il va y avoir vraisemblablement des sujets de licence avec des coûts associés. On va avoir notamment des sujets de sécurité, qui va pouvoir voir tel indicateur, avec quelle granularité, etc. Des sujets de conformité également, avec la certification des jeux de données, on en parlera sans doute un petit peu plus tard. Et puis des sujets configuration, cycle de développement, avec les problématiques de déploiement sur les différents environnements, dev, qualification, pré-prod, prod, etc. Et puis d'autres sujets comme le support, la formation, éventuellement de l'animation de communauté. Et 3 petits points, c'est le dernier pavé qu'on a mis sur ce slide. On pourrait rallonger encore cette liste de nombreux sujets. Donc on voit là que ça peut être quelque chose qui
qui prend du temps et qui, comme je vous mettais sur le slide d'avant, va s'inscrire dans le temps. Et donc, aujourd'hui, chez Azeo, quelle est notre vision de la self-service dans le domaine de la data? Premier point, c'est que finalement, aujourd'hui, les métiers ont à leur disposition un patrimoine de données assez conséquent. Et le fait de stocker toutes ces données, ça représente un coût. Et si on ne fait que stocker la donnée et ne pas l'utiliser, finalement, c'est un peu le symbole du bas de laine, hein, qu'on met en dessous. Vous avez un patrimoine, vous avez de l'argent, mais vous ne le faites pas fructifier. Donc, quelque chose à bannir et essayer de sortir de ce mode de fonctionnement-là. Le deuxième point, c'est que la self-service, effectivement, ça va être le métier et non plus l'IT qui va être en charge de la création de valeur à partir de cette donnée. Et tout l'enjeu va être de ne plus restreindre les accès, puisque plus on restreint les accès, plus on restreint également la création de valeur. Là, on a la petite image à droite du mineur. Hein. Si la mine est fermée, évidemment, on ne va pas faire sortir beaucoup d'heures de la mine. Et à l'inverse, il ne faut pas tomber dans le piège de l'open bar où on autorise tout. Et là, on est sur l'image du casino. On peut gagner beaucoup, parfois, mais on risque aussi beaucoup en laissant le métier faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire qu'au final, il faut concilier self-service BI et data gouvernance, et c'est tout l'enjeu que se posent nombre d'entreprises aujourd'hui avec leurs équipes métiers et IT. L'introduction est un petit peu longue, je suis désolé. Je vais laisser la main à Paul qui va prendre le relais avec notre agenda démo. Merci Jean-Pierre. Je pense que tu as quand même bien posé les problématiques et on va le voir maintenant, les réponses concrètes qu'on peut apporter au travers d'un outil, puisque notre approche, comme tu disais Jean-Pierre, elle est centrée aussi sur notre périmètre technologique qui est Microsoft et pour le décisionnel Power BI. Donc on va vous raconter finalement 3 scénarios de BI à l'intérieur de l'entreprise, en tendant vers ce qui nous semble aujourd'hui à nous la manière la plus pragmatique et la plus encadrée dans cette gouvernance de mettre en place donc, le self-service BI. Nous aurons 2 démonstrations justement à partir des meilleurs scénarios que nous avons envisagés. Et puis on fera une petite synthèse à la fin sur l'objectif finalement de cette mise en pratique au sein du self-service. Tu peux passer. Alors, pour rendre les choses plus concrètes, on s'est dit que ça serait pas mal d'avoir 4 personnages qui vont nous accompagner au cours de cette dernière atelier de la journée. Alors, je vous présente Adrien, il est à l'IT, il est administrateur. Vous allez vite comprendre que le prénom et le rôle, le titre sont en adéquation. C'est lui qui est vraiment administrateur, par exemple du service Power BI, mais aussi en charge de tout du déploiement des services, de leur pérennité, des aspects de gouvernance que sont la sécurité, la qualité de données. Donc il va avoir vraiment ce rôle de gardien de la qualité et d'ouvrir des portes pour laisser après les autres acteurs qui arrivent s'emparer de la donnée. Donc ça, c'est Adrien. Adrien est dans l'équipe IT accompagné de Déborah. Alors Déborah est développeuse, donc elle va être plutôt en charge de la réalisation de certains éléments, par exemple de rapports, mais aussi en amont du rapport, plutôt de la consolidation des données. Donc on va devoir lui ouvrir justement ses accès aux données du système d'information, et elle va être là pour faire ce qu'on appelle une modélisation au sens décisionnel, c'est-à-dire que on va relier des référentiels avec ce qu'on appelle des dimensions avec des tables de faits. Elle va écrire les formules qui calculeront les différents indicateurs. Bien souvent, c'est l'application finalement de règles de gestion, de règles métiers qui sont transcrites là, de manière plus informatique à l'aide concrètement pour Power BI du langage DAX. Et donc Déborah fait partie aussi de l'IT.
côté business, nous avons Swan. Alors Swan est qualifié de super utilisateur, alors, power user en anglais. Pourquoi? Parce qu'il se débrouille quand même plutôt pas mal avec on va dire les outils de bureautique avancés et il va être en capacité de prendre en main l'outil Power BI Desktop, c'est-à-dire le client de développement, pour créer par lui-même des rapports. Mais c'est peut-être un petit peu le risque si justement on n'encadre pas ça dans la gouvernance, c'est que en faisant lui ses opérations dans son coin, enfin dans le coin de son laptop, il va échapper au processus d'industrialisation que pourrait mettre en place l'IT. Et quatrième protagoniste de notre histoire, c'est Philippa, utilisatrice finale. Alors elle accède vraiment en lecture seule à des applications de reporting, de dashboard. Elle a vraiment, elle, la lecture de ces indicateurs pour après prendre des décisions et du coup éclairer ses actions à partir de données chiffrées. Donc voilà nos quatre acteurs et vous allez les retrouver, quatre acteurs, et vous allez les retrouver dans les différents scénarios. Tu peux passer la diapo. Le cycle, juste une diapo ici, hein, pour poser les bases en quatre éléments de ce qu'on va appeler le cycle de développement décisionnel. Je vous ai dit qu'Adrien, l'administrateur, par exemple, ouvrait des accès aux sources de données. Donc il y a ces sources, mais ces données ont dû être ingérées et peut-être préparées, nettoyées, stockées, hein, peut-être dans des bases de données, sur un data lake. Déborah, notre développeuse, était plus en charge de la modélisation. Ensuite, il faut créer des rapports. Là, on rentre du coup dans cet outil. L'outil Power BI Desktop nous permettra de faire ces quatre étapes, mais voilà, on va être vraiment ici dans la partie création de l'expérience utilisateur au travers de visuels, de pages, de rapports. On va penser une navigation qui permettra d'explorer la donnée. Et dernier élément, la partie diffusion de rapport. Et là, je vous parlais à l'instant de Power BI Desktop, donc c'est un client sur le poste, mais on se doute bien que si on veut faire une diffusion après beaucoup plus large à des dizaines, centaines d'utilisateurs, eh bien, il nous faut un portail de diffusion. Et là, on sera sur ce qu'on appelle le service Power BI, qui est un service web. Et Jean-Pierre vous le montrera tout à l'heure dans la démonstration. Donc retenez ces quatre temps, ces quatre briques, et on va voir maintenant au travers de nos trois scénarios comment nos quatre personnages vont se répartir ces quatre éléments. Alors, scénario 1. Scénario 1, et vous allez voir assez vite l'écarter dans notre sujet d'aujourd'hui qui est le self-service, sous la gouvernance. Ici, nous sommes sur le scénario, on va dire, traditionnel de corporate BI, BI d'entreprise, décisionnel d'entreprise. Dans ce scénario-là, l'utilisateur, et vous les avez ici, donc sur la gauche, on retrouve Swan et Philippa, sont juste lecteurs en consultation de rapports fournis par l'IT. Et côté IT, et bien effectivement, on retrouve toutes les étapes en amont de l'exécution des rapports, donc de leur consommation, la préparation de données. C'est à nouveau Adrien, notre administrateur, et Déborah qui est en charge de la modélisation et qui va aller jusqu'à la création des visuels de rapports. Et là, l'IT est en gestion complète de son cycle de développement et de déploiement. Si tu rajoutes la dernière petite, voilà, merci. Quelle va être la charge de gouvernance ici? La charge de gouvernance repose entièrement sur l'équipe IT, alors qui va assurer un peu de formation, un peu de support, mais uniquement sur la lecture, sur la consultation, l'accès. Bon, ça sera relativement simple, hein, c'est un portail web, mais peut-être plus après sur l'appréhension des chiffres. On fournira par exemple un dictionnaire, un catalogue de données qui permettra de mieux comprendre les règles métiers qui ont été programmées. Mais voilà, l'IT va être juste ici en support pour la lecture des rapports. Et là, nous sommes dans un fonctionnement très décisionnel d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ici de prise en main self-service. Scénario 2. Scénario 2, ici, vous voyez que le plus gros pavé est détenu par le business, par les utilisateurs métiers. On est sur ce qu'on pourrait appeler en anglais de la business-led self-service. Ici, c'est les utilisateurs qui font quasiment tout, alors qu'on a juste là sur la droite Adrien l'administrateur qui conserve quand même au moins ses prérogatives sur, par exemple, les licences d'accès ou l'ouverture de vues, par exemple, dans des bases de données qui vont servir ensuite aux utilisateurs. Mais ce sont les utilisateurs qui prennent tout en charge. Et donc là, par exemple, Swan, qui est un petit peu plus à l'aise avec un outil comme Power BI, va faire sa préparation de données. Il va
se connecter à des sources, mais il va peut-être faire des transformations de données qu'il juge nécessaires. Il va réaliser sa modélisation, c'est-à-dire mettre en relation les différentes sources. C'est lui qui va créer ses rapports, c'est lui qui va penser après à tous ces indicateurs, aux visuels et à comment on va progresser au travers de la lecture de ces visuels. Et Philippa, qui est notre utilisatrice finale ici, elle continuera à consulter ces rapports, mais ces rapports ont été créés cette fois-ci par un autre utilisateur métier. On est ici dans un modèle de gouvernance où c'est le business finalement qui a vraiment la main sur toute la partie mise en œuvre des règles de métier, donc c'est-à-dire filtrer certaines données, calculer d'une certaine manière les indicateurs, mais aussi qui devra forcément faire vivre cette base de connaissances. L'IT n'est là que pour la partie vraiment sécurité, enfin même sécurité, enfin sécurité au sens il vous faut un login pour accéder à la base de données sources. Et on voit que sur ce scénario 2, finalement, on a peut-être un déséquilibre encore entre la répartition des deux charges. Scénario 3, et c'est celui qui, allez, je le dévoile tout de suite, nous plaît le plus chez nous à Zéo, parce que on va vraiment ici essayer d'équilibrer les choses, de trouver un bon compromis entre une BI d'entreprise finalement très délicate dès que le métier a envie de modifier des choses, et une BI presque trop self-service où on perd un minimum d'encadrement, par exemple sur les mises à jour de rapports, enfin les cycles pour appeler les cycles de déploiement. Ici, on se répartit plus équitablement les tâches puisque l'IT à gauche garde la main sur la préparation de données, garde la main sur la modélisation, et c'est ça qui est la nuance importante ici, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont l'habitude quand même de travailler dans des bases de données, pour qui ont des notions peut-être de clés primaires, clés étrangères, vont être parlantes, relation à un, plusieurs, relation à plusieurs, tout ça, c'est des notions qui sont quand même assez techniques et qui permettent de réaliser un bon modèle de données, c'est-à-dire un modèle qui sera efficace dans ses temps de réponse et qui permettra de réaliser les indicateurs souhaités. Et donc là, on laisse à Déborah la charge de la modélisation. Et ensuite, sur la droite, les utilisateurs métiers prennent la main sur la création de rapports. Et là, les utilisateurs métiers, finalement, sont sécurisés parce que le périmètre de données est figé, et il est maintenu côté IT. Les indicateurs, les règles métiers qui demandent un petit peu de programmation au sens un petit peu large du terme, ça reste des formules avec le langage DAX, mais ces formules-là sont sécurisées à nouveau au niveau de la modélisation par Déborah, ici la développeuse, et Xuan, qui est à l'aise avec l'interface graphique, va pouvoir lui vraiment réfléchir à son analyse de données, constituer ses visuels, sa progression dans différentes pages de rapport, et rien ne l'empêche derrière de diffuser toujours ça à Philippa, qui est notre utilisatrice finale. Et la gouvernance ici est vraiment partagée puisque on voit qu'on a vraiment équilibré les charges. L'accompagnement, le cycle de développement, tout ça, ça reste dans les mains de l'IT, la sécurité aussi. Mais derrière ce qui sera la gestion des règles de vie, enfin des règles métiers, le cycle de vie des règles métiers restera la prérogative des utilisateurs métiers. Donc voilà nos trois scénarios. Le troisième nous plaît effectivement énormément parce que vous avez vu en tout cas ces avantages de bien répartir, de laisser en fait à chacun des prérogatives sur lesquelles on est peut-être on est meilleur, on est peut-être meilleur en modélisation quand on vient de la branche IT. On est peut-être avec une meilleure compréhension métier quand on baigne dedans et que c'est vraiment notre quotidien. On va vous montrer tout ça maintenant de manière plus concrète. Donc, on retrouve nos quatre personnages. Et Jean-Pierre, moi, je vais te laisser passer sur le service Power BI. Donc, on va vous présenter voilà, le portail de diffusion. On est bien ici sur un navigateur web. On est connecté donc à ce qu'on appelle un rapport. Vous avez ici une page de rapport Power BI. Alors, on analyse, pour vous donner deux mots du contexte, c'est une société qui vend des différents produits
à l'export dans les différentes villes voilà, des clients qui sont sur la carte géographique. Ces produits sont par catégorie et on a analysé ici les quantités vendues et sur un petit nuage de points, le croisement. Alors moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une petite régression linéaire là-dedans. On va essayer de regarder s'il y a un lien entre les quantités vendues et le chiffre d'affaires généré. Donc tout ça, ce sont 4 visuels voilà, qui sont interactifs. Hein. Ça, c'est vraiment comme Jean-Pierre est en train de vous le montrer, vraiment la force de cette interface Power BI. Et là, Jean-Pierre est en train finalement d'incarner le rôle de Philippa, donc l'utilisatrice finale, qui analyse, qui peut vraiment jouer sur cette interaction entre les visuels pour faire son analyse des données. Mais comment on est arrivé jusque-là? Eh ben, on va détricoter un peu toute cette histoire-là. Et si maintenant Jean-Pierre prend le rôle de Swan, donc le super utilisateur, ben, il va lancer Power BI Desktop. Alors là, vous avez le Power BI Desktop déjà terminé. Donc ici, vous voyez qu'on a basculé dans un client lourd. Hein. On est sur client riche, pardon. C'est un peu péjoratif, client lourd. Enfin, dans un client en fait sur le poste de développement. Et donc ce client va nous permettre de nous connecter à des sources de données. Et c'est ici que toute la subtilité là, de notre fameux scénario 3 va rentrer en œuvre, puisqu'en fait, quand on va redémarrer de zéro, là, donc là, vous avez le fichier terminé, et juste, oui, attendez, avant que, ouais, si tu peux, juste, pardon Jean-Pierre, j'ai oublié juste de donner un mot là-dessus, comme ça on va le voir tout de suite ici. On est connecté à des sources de données. Voilà, j'allais vous montrer comment on peut faire après pour se reconnecter à de nouvelles sources. Mais ça, c'est important de comprendre voilà, que le modèle, hein, je vais insister sur cette notion de modélisation, c'est-à-dire de relation entre des faits et des dimensions, tout ce qui va permettre le croisement, par exemple, de la base utilisateur avec, de la base client avec la base des commandes, enfin des produits au travers des commandes. Tout ça, en fait, est symbolisé, voilà, visible dans ce qu'on appelle la vue de modèle dans Power BI. Et vous aviez une deuxième petite chose là, sur laquelle je voulais pointer. Si tu reviens, Jean-Pierre, sur la vue la vue de voilà. Tout en bas à droite, vous voyez qu'on est ici connecté dynamiquement ou un jeu de données Power BI. Et en fait, toute finalement, notre scénario 3 ici, notre fameuse répartition équitable des tâches, elle tient sur cette idée que notre client de développement ici va en fait s'appuyer sur des données déjà présentes dans le service Power BI. Alors ça, on va vous le remontrer parce que c'est vraiment le point fondamental ici. Donc partant maintenant d'un nouveau fichier, c'est comme si on voulait voilà, commencer le travail de Swan, le super utilisateur, qu'est-ce que va faire Swan? Il va aller obtenir des données. Et vous voyez que là, on a par exemple la possibilité d'obtenir des données Excel, des données de base de données SQL Server ou autres, mais ici, on va travailler sur des jeux de données Power BI. Et donc ce jeu de données, il est bien mis à la disposition de Swan par l'équipe IT, par des gens qui ont encadré justement la qualité de données et qui ont même, vous voyez le petit logo ici, ils ont même certifié ce jeu de données. Ça, on vous en reparlera juste après, mais c'est une opération qui met en confiance Swan qui est en train ici de réaliser son rapport sur le fait qu'il est en train de s'appuyer sur des données cohérentes. Tu peux cliquer sur créer, voilà. À partir de là, donc petite subtilité, si vous connaissez un petit peu le mode Power BI, hein, on n'est pas du tout en train de copier la donnée dans Power BI, ce qu'on fait de manière plutôt classique dans ce qu'on appelle le mode d'import. Ici, on est vraiment en train de s'appuyer sur des données dans le cloud, des données de référence. Et on récupère, voilà, hop, très vite, on récupère donc ce modèle qui va nous permettre vraiment, enfin, qui est là pour finalement permettre tous les croisements de données qu'on a pu anticiper. Et on va retrouver nos indicateurs et on pourrait, depuis la page vierge, depuis la page blanche, créer à nouveau des visuels. Et donc là, Jean-Pierre, alias Swan, pour ce scénario-là, en tant que super utilisateur, peut créer de nouveaux visuels. Et retenez bien vraiment ce point important, il s'appuie sur des données certifiées, sur des données de qualité, et il prend la main sur son analyse, sur la construction de l'analyse visuelle. On retrouve aussi, je ne sais pas si vous le voyez sous les petites vignettes là, avec des caméras, mais voilà, on retrouve en fait ici les indicateurs, ce qu'on appelle des mesures au sens de Power BI, elles sont aussi portées avec la modélisation. Et là, on est donc dans un scénario où finalement on a vraiment sécurisé la création des visuels sur des données certifiées. Mais on peut imaginer un scénario un tout petit peu plus permissif pour le super utilisateur Swan, voire pour la développeuse Deborah, si jamais elle
elle prend en main aussi certaines créations de rapports. Donc, deuxième démonstration, on repart à nouveau d'un Power BI vierge. Et ici, la petite nuance qu'on va apporter, c'est qu'on va se connecter un cran avant ce qu'on appelle le jeu de données. Là, donc Jean-Pierre a récupéré le jeu de données complet qui était sur le cloud. Ici, il va juste récupérer ce qu'on appelle des entités. Alors, une entité, pour être plus parlant, c'est la même chose qu'une table. Une table ou un tableau. Voilà, vous avez le tableau des utilisateurs, le tableau des clients, le tableau des produits, le tableau des ventes. Bon. On va parler ici d'entités. Ces entités appartiennent à ce qu'on appelle dans Power BI des data flows. Si vous repensez vraiment le cheminement de la donnée, on a nos sources de données, on a notre modèle de données qu'on appelle le dataset. Et ben, entre les deux, on peut imaginer ce qu'on appelle le data flow. Alors, vous allez voir qu'on va revenir, en fait, on va redescendre d'un cran vers de la donnée un petit peu plus brute. Donc là, si tu prends voilà, les data flow Power BI, et ça, je vous rappelle, qui sont dans nos personnages, qui sont les gens capables de faire ça, ben, soit Déborah en tant que développeuse Power BI, soit Suan en tant que super utilisateur. On retrouve ici, voilà notre démo salon de la data, le jeu de données qui s'appelle Northwind, et à l'intérieur, les fameuses entités, donc qui sont des tables. Et là, ce que je te propose, Jean-Pierre, c'est qu'on focalise ici notre nouveau rapport sur les ventes de produits à des clients. Donc finalement, il suffit de cocher ici, on fait un peu son marché, on prend des clients, on prend des commandes, orders, et des products. Voilà. Il faut prendre order detail, je pense aussi. Ah oui, pardon. Excuse-moi, je voulais te faire prendre. Oui, bah voilà, très bien, parfait. Ouais. Tu peux charger. Voilà. Et donc, du coup, on a vraiment choisi, sélectionné les éléments nécessaires. On n'est pas obligé d'embarquer la totalité de l'entrepôt de données à chaque fois qu'on veut redémarrer un nouveau rapport. Donc, ici, il va falloir vraiment aussi mettre en place des rouages de gouvernance qui sont d'expliquer ce que contiennent chacune des entités, d'aller dire quels sont les éléments qui vont nous permettre de faire les rapprochements, parce que vous allez voir qu'ici, donc Swan ou Jean-Pierre qui va prendre la charge ici de réaliser les relations entre ces différentes entités. Donc les entités ici sont en train de se charger dans le rapport. Et là, on rebascule pour le coup sur ce qu'on appelle de l'import de données. Si on regarde voilà, le modèle, voilà, on va se rendre compte ici. Hop, ça arrive, voilà. Donc, on n'a pas l'intégralité du modèle que vous avez pu voir avant. On a déjà des relations, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Pourquoi on a déjà les relations ici? Parce que justement, les choses ont été bien pensées, les noms ont été donnés. Ce n'est pas une obligation pour qu'ils soient identiques, mais voilà, ça facilite ici la détection automatique des relations. Et là, les bonnes pratiques de nommage des noms, le fait de vérifier ce qu'on appelle les clés primaires, donc de vérifier l'unicité des indicateurs, des identifiants, pas des indicateurs, des identifiants, pardon. Vérifier tout ça, c'est fait partie aussi de la gouvernance et ça nous permet de faciliter derrière le travail de relation entre ces tables. Et donc là, on a donné un tout petit peu plus de power to the people, enfin en tout cas de puissance à l'utilisateur parce qu'il a cette capacité d'aller vraiment sélectionner une partie de la donnée qui l'intéresse. Voilà pour les démonstrations. On va juste synthétiser, voilà, vous résumer. On a 2 diapos qui résument ce qu'on vient de vous faire là. Alors voilà, on les a renommés comme ça. Donc Editable Corporate BI. Donc on a voilà cette ouverture de droit, mais on est toujours côté IT. Déborah qui vient ici modéliser le jeu de données, construire des indicateurs. Elle publie tout ça. Alors ça, on ne vous l'a pas montré ici pour aller plus vite, mais voilà, elle fait ce travail de publication et c'est à ce moment-là qu'elle autorise les personnes à venir s'appuyer sur ce qu'elle partage. Suan, alors, non, pardon, ici, dans ce scénario-là, donc complet, on a donc Philippa qui peut tout de suite accéder, d'ailleurs, à un développement réalisé complètement par l'IT. Voilà. Et Suan qui peut compléter ce scénario en venant lui
ça peut repartir d'une page blanche, mais attention, dans cette page blanche, c'est comme si on commençait à écrire un livre, mais avec un dictionnaire déjà très cloisonné. Deuxième scénario ici, donc l'IT Managed Self-Service, on est toujours sur la possession des données par l'IT, mais cette fois-ci, donc, on a, par exemple, par Déborah qui est au niveau de développement, on a créé ces entités, ces data flows, qui sont finalement l'expression de notions unitaires dans votre patrimoine de données, votre référentiel client, votre référentiel produit, voilà, des choses comme ça. Et à ce moment-là, Swan peut prendre la main, mais il va lui falloir quand même une bonne connaissance de la donnée, de comment on va rattacher ces données-là. Mais il a plus de champs d'action. Et c'est toujours donc Philippa qui va consulter, mais vous voyez que Déborah refait un petit retour finalement dans le workflow complet, puisque on peut redonner finalement avant la diffusion finale aux utilisateurs comme Philippa, on peut redonner, refaire rentrer l'IT dans la course pour que l'IT valide cette fois-ci le rapport publié. On vous a montré la notion de certification d'un jeu donné, on peut aussi certifier un rapport et dans ce cas-là donner plus de confiance à Philippa quand elle va analyser ses chiffres. Justement, je pense que sur l'écran suivant, on vous montre. Alors, ah oui, ça c'est juste une fonctionnalité voilà, qui est ultra pratique, puisque vous avez vu qu'on est en train de découper vraiment, de séquencer l'accès à la donnée. Et ben, on a ce qu'on appelle le linéage. On a vraiment la capacité de refaire le cheminement depuis notre rapport jusqu'aux données sources qui sont peut-être passées par un intermédiaire, comme ce qu'on vous a montré, un jeu de données qu'on appelle partagé ou des entités de Dataflow. Et dernier écran alors que vous n'avez pas vu, mais vous avez vu juste le petit symbole de certification du jeu de données. Juste pour vous donner un mot là-dessus, alors effectivement c'est une case à cocher dans Power BI, mais c'est surtout un processus à définir entre les équipes, entre l'IT et le métier, pour savoir quels sont les critères à respecter pour que le jeu de données soit certifié. Un critère à respecter, par exemple, ça peut être le fait de ne pas avoir de données manquantes, de ne pas avoir de données aberrantes ou d'avoir vérifié certains indicateurs au préalable. On arrive voilà, à notre diapo de conclusion et puis tu nous diras Serge après s'il y a eu des questions. Oui, il y a plein de questions, questions. qu'on va pouvoir aborder. Ok, alors très vite en presque conclusion et puis on va ouvrir le débat. Attention quand même, on a mis de la gouvernance, on a mis du self-service, ok, mais on reste des êtres humains face à de la donnée, on reste des êtres humains avec nos processus de décision qui sont pas forcément rationnels, même si on a plein de valeurs chiffrées. Et imaginez-vous tout simplement avec un petit rapport Power BI dans lequel vous avez 5 indicateurs, ils sont si possible de les croiser sur 3 dimensions, 5 x 3, 15. Chacune de ces dimensions comporte 5 champs, et ces champs ont eux-mêmes plusieurs modalités, 4 par exemple. Et ben, on arrive déjà à 300 valeurs on peut générer à partir d'un tout petit rapport comme ça, on peut générer 300 valeurs. Est-ce qu'on va réussir à s'y retrouver tout seul, nous, en tant qu'être humain? Pas forcément doué de rationalité face à la donnée chiffrée, pas forcément, et c'est là qu'on va demander de l'appui à ce qu'on appelle l'analytics, donc qui va mêler dans cette approche-là de l'approche statistique, des analyses plus ou moins automatisées qui sont aujourd'hui des parties de Power BI et des approches visuelles un peu différentes. Enfin, vous avez vu en particulier le nuage de points, mais voilà, des approches visuelles qui visent plus à comprendre la donnée par des mécanismes statistiques. Et ça, on est là aussi voilà, pour vous épauler là-dessus et pas vous laisser seul face à une page remplie de chiffres. Alors Serge, dis-nous quelles Merci sont Paul, les merci interrogations. Jean-Pierre. Donc oui, il y a des questions. Alors il y en a une première anonyme. Alors je ne sais pas exactement. Alors ça se dit. Bonjour, est-ce que la préparation des données se fait de manière indépendante? Normalement, on a des questions métiers à aborder. Je ne sais pas à quel scénario ça fait référence, donc je propose que tu répondes dans le cadre du scénario que vous recommandez. Oui, et enfin, je pense comprendre la question au sens où effectivement de la préparation de données, on parle souvent de données brutes dans l'entreprise et puis de données raffinées ou
propre, enfin clean, ou nettoyé. Alors on peut le faire avec une approche très mathématique, de se dire voilà, s'il y a des écarts forts, on supprime, on remplace les valeurs, mais on peut le faire aussi avec des règles métiers qui sont effectivement à intégrer dès la préparation de données. Donc oui, complètement d'accord avec cette question qui est peut-être plus une remarque ici. Il faut intégrer les métiers dès la préparation, même si après les outils de préparation restent des outils IT. La préparation de données, qualité des données, c'est une phase qui n'a pas été détaillée dans la démo, qui se fait a priori dans d'autres outils. Voilà, c'est possible dans Power BI aussi, mais effectivement, c'est mieux si c'est quand même centralisé par l'IT. Oui. Julien Gégaud nous dit bravo pour la présentation des différents scénarios de gouvernance. C'est très pédagogique. Comment intégrer les besoins d'expérimentation du business, KPI pouvant être très volatiles? D'accord. Alors, je comprends la question sur le fait qu'on n'a peut-être pas une liste je sais pas, d'indicateurs complètement définis et que ces indicateurs pourront peut-être changer au fil du temps et qu'on aura envie justement d'avoir un petit peu de flexibilité sur le fait de redéfinir ces indicateurs. Alors, de réponse en deux temps. Attention à voilà, quand on a la fièvre, on casse le thermomètre. Je crois que c'est à peu près ça qu'on dit. Donc attention au changement quand même trop fréquent de définition des indicateurs, ne permettent pas d'avoir une bonne lisibilité sur le long terme. Mais si effectivement vous voulez créer vos propres indicateurs, dans la démo que Jean-Pierre a faite, Jean-Pierre vous a montré qu'il pouvait créer un nouveau visuel, mais on aurait pu vous montrer aussi qu'on peut rajouter des indicateurs. Voilà, on a la possibilité, même sur ce mode qu'on appelle le dataset partagé, donc de s'appuyer sur des données, un modèle, une première version des indicateurs et de rajouter soi-même ses propres formules d'indicateurs, avec tous les risques qu'on a effectivement après de plus être sur les mêmes définitions, mais ça reste une possibilité. Oui, c'est ça. D'un point de vue méthodologique, un KPI, par définition, ça doit avoir une certaine stabilité dans le temps pour être utile d'un point de vue métier, mais l'outil permet de la créativité pour justement explorer de nouvelles manières de représenter, de, de mesurer la performance. Exactement. Donc, une autre contribution, anonyme cette fois. En phase avec le scénario 3 à privilégier, cela évite des dérives comme l'IT qui ne maîtrise plus les problématiques métiers ou bien les différents services métiers qui produisent des indicateurs théoriquement identiques mais réellement basés sur des règles différentes. Donc c'est plus un commentaire qu'une question. Je ne sais pas si tu veux Non, donner un peu plus d'éclairage. Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le constat. Vous arrivez aux mêmes conclusions, au même constat. Et donc, continuez à poser vos questions. François Erland nous dit intéressant, notamment l'intro entre gouvernance et self-service. Concrètement, comment accompagner les utilisateurs du self-service BI pour éviter des croisements de données interdits par la RGPD? Par exemple, les bases de données de valeur foncière en open data ne doivent pas être utilisées en croisant les adresses de la base client. Oui. Alors, plus complexe là. Plus complexe parce qu'effectivement, ça nécessiterait presque un scan complet des jeux de données qui sont après republiés, par exemple, et repartagés. Alors, c'est des possibilités qu'on a quand même en termes d'audit. On peut les tracer, mais c'est presque du flicage, j'ai envie de dire. Mais si on n'a pas, on essaiera de fonctionner en deux temps. Voilà, le préventif et le répressif, on pourrait presque dire. Préventif, on va communiquer effectivement sur l'interdiction de monter, voilà, de faire ces croisements et surtout de les publier après. Répressif, on va être plutôt ici dans l'idée d'auditer tout ce qui est publié et on peut le faire. Il y a des mécanismes d'audit automatiques qui permettront de passer ces éléments-là. En tout cas, c'est un vrai sujet de gouvernance, effectivement. On aurait pu le mettre sur notre case avec les 3 petits points au début pour ajouter ce type de sujet-là. Oui, mais effectivement, j'apprécie la manière dont vous répondez. Enfin, il ne faut pas attendre que l'outil fasse tout. Non. La RGPD, c'est un sujet beaucoup plus large. Il faut aussi expliquer. Donc, d'un point de vue de l'IT, on peut effectivement peut-être faire en sorte de pas donner de manière trop large accès à des données qui permettraient de faire ces croisements. Mais après, c'est aussi former les utilisateurs pour savoir ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Parce que le RGPD, c'est surtout les traitements réguliers. Donc, en l'occurrence, traitement régulier, c'est les rapports, c'est ce qui est mis à disposition par l'IT.
Mais après, ce sont les utilisateurs finaux, quand ils ont leur propre, quand ils font des traitements de leur propre initiative, là, il faut qu'ils soient fermés pour être avertis. Effectivement, il y a l'idée de traitement régulier, il y a aussi l'idée de savoir tracer où se trouve la donnée, et n'oubliez pas que quand on publie en fait le mécanisme de publication de rapports Power BI, c'est principalement sur le cloud public de Microsoft, et donc c'est hors les murs de votre organisation. Néanmoins, il existe quand même une version on-premise de Power BI, donc qui permet là de rester en interne et voilà, de sécuriser, enfin, c'est très sécurisé sur le cloud, mais bon, en tout cas, voilà, si on souhaite vraiment conserver la donnée dans les murs, c'est aussi possible de faire du Power BI sur ce mode-là. Bon, bien, je ne vois plus de questions sur le chat, donc merci Paul, merci Jean-Pierre pour cette présentation. Je pense que vous avez exprimé de manière très didactique un peu cet équilibre entre contrôle et flexibilité, créativité. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, et puis que malgré tout, voilà, faut pas tout attendre de la technique, et il faut aussi se faire accompagner pour vraiment les subtilités de mise en œuvre. Donc merci beaucoup. Donc c'est le dernier atelier d'atelier démo du Salon de la Data cette année. Vous allez pouvoir retrouver sur la même adresse que le live stream l'enregistrement de cette conférence, de cet atelier dans quelques minutes, si vous souhaitez le regarder à nouveau ou le partager. En ce qui me concerne, merci à tous d'avoir assisté à toutes les conférences. J'espère que votre expérience du Salon de la Data a été intéressante, même si ça s'est fait d'une manière un peu inhabituelle. Et on espère vous revoir l'année prochaine, tout aussi nombreux, mais cette fois en face à face. Voilà, Jean-Pierre, Paul, je vous laisse le mot de la fin. Merci, merci à tous les participants, en tout cas, de nous avoir rejoints. Je pense que si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous pouvez aborder avec nous, vous saurez nous trouver sur LinkedIn ou autres réseaux sociaux. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, Paul se cache, donc je pense qu'il nous dira. Non, le voilà. Si, je vous dire bonne soirée à tous, et ça va être l'heure du biberon. Bon appétit, merci Paul. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt.